Bonsoir, bienvenue dans ce Chaos Global, le journal télévisé du Courrier des Stratèges. Nous vous disons ce qui est important à retenir pour déchiffrer l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Allemagne qui commence son année sans budget. Nous allons vous parler du chômage des seniors et des mesures scélérates que le gouvernement prend pour allonger l'attente pour l'indemnisation améliorée des seniors. Nous allons vous parler de la motion de rejet au Parlement sur laquelle on n'a pas encore de nouvelles concernant la loi immigration. Nous allons évidemment vous parler des bombardements israéliens au Liban, mais nous commençons tout de suite, mon cher Édouard, par l'affaire El Razoui, puisque nous avons appris ce week-end que Valérie Pécresse, en accord avec la famille de Simone Veil, retirait un prix qui avait été remis, le prix Simone Veil, qui avait été remis en 2019 à l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Rina El Razoui. Zineb El Razoui, pardon. Et donc on a appris que le prix lui était retiré parce qu'elle a simplement retweeté un tweet qui était jugé injurieux par la famille Veil, un tweet en anglais où un parallèle était dressé entre le système concentrationnaire nazi et la politique israélienne à Gaza. Donc ce retweet lui vaut à Zineb El Razoui, que tout le monde connaît, c'est une des figures des musulmanes qui sont hostiles à l'islamisme et qui luttent contre l'islamisme et le fondamentalisme islamique. Zineb donc a perdu, s'est vu retirer ce prix qui lui avait été remis en grande pompe en 2019. Ça pose évidemment la question de ce qu'est le conflit de civilisation, Édouard, dont parle régulièrement Éric Zemmour. Il nous a expliqué très souvent, mais beaucoup de Français, comme Éric Zemmour, disent les musulmans de France doivent prendre position contre l'islamisme, contre le fondamentalisme, et puis là, on s'aperçoit qu'une musulmane qui a clairement pris, à ses risques et périls, puisqu'elle est sous protection policière, qui a clairement pris position contre la menace islamique, contre le fondamentalisme musulman, on la voit sanctionnée parce qu'en plus, il lui est demandé d'adhérer à la politique israélienne. Est-ce que ça jette une lumière particulière sur ce qui est attendu au fond dans la lutte contre l'islamisme ou sur ce qui est attendu de la communauté musulmane de France de la part d'un certain nombre d'acteurs du débat public, notamment d'acteurs plutôt tendance islamophobe, même si ce mot peut être interprété de nombreuses façons, nous sommes d'accord. Oui, Eric, quelques éléments de contexte pour rappeler. D'abord, Zineb El Razoui aurait pu être parmi les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, puisqu'elle était journaliste à l'époque, et elle était en vacances au Maroc, si je ne me trompe pas, son pays d'origine, à ce moment-là. Donc, ça fait quand même sursauter que quelqu'un qui a été journaliste à Charlie Hebdo, 8 ans après Je suis Charlie, 9 ans après Je suis Charlie, on dit ah ben non, mais on va lui retirer un prix. Deuxièmement, un prix remis pour son engagement contre l'islamisme. Exactement. C'est pas un prix pour la meilleure baguette de Paris ou le meilleur croissant de France. Et un prix, comme elle l'a rappelé elle-même, où il n'y avait pas d'enveloppe. C'est purement honorifique. La deuxième chose, c'est effectivement, on est assez étonné de voir que le double mind, l'injonction paradoxale vis-à-vis des musulmans de France, puisque s'ils pensent devoir défendre une version plutôt dure de l'islam, ils sont condamnés. Mais si ils font de l'anti-islamisme et en même temps ils ne portent pas allégeance au nouvel ordre mondial, à ce moment-là, ils sont condamnés aussi. Donc en fait, il y a de quoi rendre fou une communauté. Autant dire qu'on ne veut pas l'intégrer et on s'en prend à des gens qui font partie de l'élite issue de l'immigration en France. Voilà, il faut appeler les choses par le nom. Une femme en plus. Enfin,
voilà, je pense qu'on pourrait épiloguer longtemps sur cette affaire. Pour moi, elle montre bien comment il n'y a plus de pensée propre en France. Nos responsables politiques ne pensent plus par eux-mêmes. Je dis ça avec d'autant plus de regret que j'ai travaillé avec Valérie Pécresse quand elle était ministre de l'Université, et ça a été un très bon ministre des universités. Mais enfin, voilà, il faut bien dire la vérité. 15 ans plus tard, je vois qu'elle ne pense, malheureusement, Mme Pécresse ne pense plus par elle-même. Elle obéit à des injonctions. Les injonctions de la société, des héritiers de la famille Veil, la bien-pensance. La bien-pensance. La bien-pensance. Alors, cette histoire, je crois, restera emblématique, parce que là, la poussière va retomber, mais d'ici 6 mois, 1 an, quand on commencera à réfléchir au vent de folie qui s'est emparé de la société française avec un désir inouï d'importer le conflit israélo-palestinien sur le sol français, on se dira quand même, comment est-ce qu'ils ont pu penser comme ça ? Est-ce que si on se met à la place des personnes qui vivent en France, qui sont issues de l'immigration, lorsqu'elles sont témoins de ce genre de décision à la portée très symbolique, mais c'est ce qui en fait aussi la force et l'impact, est-ce qu'on peut comprendre que cela crée une forme de ressentiment vis-à-vis d'une certaine caste en France qui considère que les musulmans, au fond, se voient intimer l'ordre de donner des gages chaque fois supplémentaires, nouveaux, à un ordre qui les minore. Évidemment, on comprend bien qu'il y a de quoi devenir fou par rapport à cette injonction paradoxale. Et puis, universalisons la question. Ça en dit long, parce que finalement la solidarité aujourd'hui elle doit être entre tous les gens qui sont maltraités par cette caste capricieuse. Et c'est ça qui est en jeu. Mais ce qui est très frappant, c'est de voir qu'il n'y a plus aucune cohérence. Je crois que c'est Nicolas Bavrez qui disait il y a 2 jours, il disait il n'y a plus de maturité au sommet de l'État, les gens sont dépassés. Et la décision là, de retirer un prix après l'avoir donné, ça relève, évidemment c'est un coup de folie, évidemment on est dans une espèce de passion, mais enfin là encore, quand la poussière retombera, on se dira mais ils étaient dingues ou quoi ? Alors, en matière de dinguerie, on continue toujours sur les questions d'Israël, de sionisme, de notre relation au conflit israélo-palestinien. Il y a eu un vote à l'Assemblée générale de l'ONU, les États-Unis... Au Conseil de sécurité, de l'ONU. Il va y en avoir un à l'Assemblée générale. Un vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur une trêve humanitaire, un cessez-le-feu humanitaire. Les États-Unis ont opposé leur veto au vote, sinon il y aurait eu une injonction faite à Israël de respecter un cessez-le-feu. Et puis on voit que la tension monte. Je rappelle pour ceux qui découvrent le courrier des stratèges ce soir qu'il y a eu une interview de Youssef Indy, il y a eu une interview de Thierry Messant sur la chaîne YouTube du courrier des stratèges que vous pouvez retrouver, où on parle depuis plusieurs jours et même depuis plusieurs semaines de la tentation israélienne d'élargir le conflit au Liban et notamment de procéder à une invasion préventive, comme on dit, c'est-à-dire agressive du Liban, pour obliger le Hezbollah à se retirer au nord de la rivière Litani qui traverse le Liban. Est-ce que tu penses que les Israéliens vont internationaliser le conflit en attaquant le Liban et le Hezbollah libanais ? Alors, premièrement, je crois qu'ils l'ont de fait déjà internationalisé, puisqu'ils effectuent des bombardements dans la région de Damas depuis plusieurs semaines, prétendument pour cibler des Iraniens ou des pro-Iraniens qui seraient là pour aider le gouvernement syrien. Deuxièmement, ils bombardent déjà des cibles au ce qu'on appelle le Sud-Liban, donc effectivement la région au sud de la rivière du fleuve Litani. Effectivement, là ce qui se passe, c'est que hier, le gouvernement israélien a annoncé une intensification et même
même à lancer un ultimatum au gouvernement libanais en disant si vous n'obtenez pas que le Hezbollah se retire derrière cette rivière, eh bien on va faire quelque chose. Donc visiblement ils n'ont même pas attendu que le gouvernement libanais leur réponde. Ils sont passés tout de suite à une intensification des bombardements. Alors est-ce que ça ira jusqu'à une guerre au sol ? Moi pour l'instant je suis prudent parce que bien sûr, on peut faire cette lecture pessimiste que, par exemple, Thierry Messant a faite de l'extension internationale du conflit selon une volonté israélienne. Moi, je me demande si on n'a pas, en fait, paradoxalement, un processus inverse. C'est-à-dire que l'armée israélienne n'atteint pas ses objectifs à Gaza. Et donc, elle a tendance à se disperser. Alors, elle n'a pas fini de conquérir Gaza Nord, qu'elle a essayé le centre et le sud. Elle n'y arrive pas, visiblement. Il y a eu énormément de blessés dans les 2 journées d'hier et d'avant-hier, et apparemment encore aujourd'hui à Gaza. On a même dit qu'aujourd'hui, les dernières nouvelles, c'est que les troupes israéliennes se retirent de quelques endroits où elles sont, et là on intensifie la campagne de bombardement au Liban. Ce serait une diversion au fond. Je pense qu'il y a une espèce de fuite en avant des Israéliens qui se rendent compte qu'ils sont devant une tâche surhumaine. Déjà vaincre les mouvements combattants palestiniens à Gaza, c'est une tâche énorme vu l'habitude de la clandestinité, les tunnels, les ruines aussi que les Israéliens ont eux-mêmes provoquées. Mais alors en plus faire face au Hezbollah, le Hezbollah dont il faut rappeler qu'en 2006 il a tenu en échec l'armée israélienne. Au moment où il y a aussi les Yéménites, les Houthis du Yémen, qui ont déjà fait perdre 3 milliards de dollars à l'économie israélienne en bloquant l'accès au port d'Eilat, on voit bien qu'il y a une forme de fuite en avant. Ton pronostic sur l'évolution dans les 6 mois qui viennent de ce conflit. On commence à parler d'enlisement. Je voyais que notamment le Parisien, qui n'est pas n'importe quel quotidien, puisque c'est un quotidien qui appartient à Bernard Arnault, le Parisien commençait à parler d'enlisement israélien à Gaza. Est-ce qu'on peut penser, des Israéliens, Netanyahou a parlé d'un conflit qui durerait au moins 1 an, est-ce qu'on peut penser que la situation sur le terrain est compliquée ? La situation sur le terrain est de facto très compliquée. On parle d'au moins 60 blessés israéliens qui arrivent par jour dans les hôpitaux. On parle, alors c'est difficile, mais de peut-être 600 ou 700 soldats israéliens déjà morts. Alors les chiffres sont très difficiles à deviner, mais même la presse israélienne n'accepte pas les chiffres officiels. Ça, il faut l'avoir en tête. À partir de là, pour moi, la question décisive, c'est est-ce qu'il va y avoir un renversement de Netanyahou dans les 3-4 semaines qui viennent. On voit quand même des signes, une lassitude et la possibilité d'une entente effectivement du Likoud avec d'autres partis à condition de lâcher bien sûr les partenaires de coalition actuels et Netanyahou. Est-ce que ça va se produire en fonction de cet événement-là? Je pense qu'on ira plus ou moins vite vers une rationalisation du conflit et peut-être des débuts de négociations. Alors, en rebond, il faut le dire, puisque au fond, tout est lié désormais dans le narratif mondialiste qui nous est proposé quotidiennement. En rebond, il y a des débats intenses en France sur la loi sur l'immigration, dont d'ailleurs Gérald Darmanin n'a pas caché le lien dans son esprit avec le terrorisme islamiste, puisqu'il a déclaré que si la loi n'était pas votée, eh bien ça engagerait la responsabilité notamment des députés républicains, c'est eux qu'il visait s'il y avait un prochain attentat dans les jours, les semaines à venir. On sait qu'il y a eu des avertissements sur des risques terroristes pour les périodes de Noël. L'Assemblée nationale, la commission des lois de l'Assemblée nationale a détricoté une partie du texte élaboré au Sénat et jugé trop dur par l'aile gauche de la Macronie. On attend, à l'heure où nous tournons ce journal, nous ne savons pas encore si la motion de rejet est adoptée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on le redit, il y a plusieurs façons de contrer une loi. Il y a un vote de défiance, une motion de défiance, et puis il y a la motion de rejet préalable qui peut être votée à la majorité par l'Assemblée nationale, qui conduirait à rejeter le texte
tel qu'il a été élaboré par la commission des lois et à ne discuter que le texte élaboré par le Sénat. Le Rassemblement national n'avait pas encore dit ce matin s'il allait voter cette motion de rejet. On sent qu'il y a aujourd'hui en France, au fond, un débat malaisé sur l'immigration. Est-ce que c'est le reflet d'un changement de tectonique des plaques dans l'échiquier politique sur ce sujet? Je crois qu'effectivement, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le Rassemblement national a gagné le débat. C'est-à-dire que tout le monde parle maintenant de l'immigration. Et tout le monde veut une loi ferme. Darmanin, de ce point de vue-là, se fait un peu il est devenu comme l'homme robot, celui qui doit dire tout ce qu'on attend, et en même temps, avec un côté radical socialiste, il voudrait que tout le monde se rallie à sa motion. Bon. Donc effectivement, je crois qu'en fait, ça veut dire des choses très profondes dans la société française. C'est que la classe politique, elle a vraisemblablement déjà pris du retard sur la société française, qui se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de gens qu'on a fait venir, il y a un certain nombre de gens aussi qui sont des enfants de gens qu'on avait fait venir il y a une génération ou deux générations, et que nous devons bien vivre avec ces gens, et qu'il faut inventer une manière de vivre avec eux qui ne soit pas justement le multiculturalisme, le vivre ensemble et tous ces machins-là qui étaient le synonyme d'une démission de l'État, de la République, de l'éducation nationale. Il va falloir inventer autre chose. Il va falloir redécouvrir l'assimilation sur une base de respect mutuel, sur une base d'égalité entre les individus. Et en fait, personne dans la classe politique n'est prêt à entamer ce débat-là. Tout le monde se bat sur le débat d'avant, celui qui avait été entamé par Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Et en fait, on est 40 ans plus tard, et au bout de 40 ans, on en est encore à voter une énième loi sur l'immigration qui ne changera rien sur le fond, puisqu'il faut changer les conditions internationales. L'accès, Schengen, le contrôle aux frontières. Et il faut changer aussi les conditions internes, à commencer par le système éducatif, pour enfin donner envie d'aimer la France à un certain nombre de jeunes gens. Est-ce que tu imagines dans ce maelstrom politicien qui rend beaucoup de Français allergiques d'ailleurs, parce qu'on ne sait plus très bien où est l'intérêt général dans ces débats, est-ce que tu penses que le gouvernement peut tomber, j'allais dire presque sur un malentendu, ou presque par hasard, sur une affaire de ce genre? C'est-à-dire que supposons que le texte immigration soit rejeté, est-ce que tu peux imaginer que Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale en déclarant il n'y a plus de majorité, ce pays est ingouvernable, on arrête et on va devant les urnes? C'est très possible. En fait, on a la conjugaison des fragilités. Il n'y a pas de majorité, mais Macron lui-même est très fragile. Il avait été finalement, il a été réélu sur un malentendu parce que le débat politique avait été gelé du fait du Covid, des confinements pendant 2 ans. Il en a profité. Le débat politique n'avait pas vraiment repris. Et puis, personne n'avait envie, au fond, de le dégommer. Il faut bien dire les choses. Et maintenant, il n'a pas de majorité. Et alors, il s'est débrouillé comme il pouvait par le 49.3. Mais le fait qu'Elisabeth Borne ait dit non, le 49.3, c'est juste pour le budget, c'est pas pour d'autres sujets, montre qu'il y a quand même une peur des mouvements dans l'opinion et le sentiment que le terrain est en train de se dérober. Donc oui, c'est possible. Dans cette hypothèse, un triomphe du Rassemblement national, une disparition des Républicains? Je pense qu'il y aurait effectivement au moins un doublement du nombre de députés du Rassemblement national, qui sont à un peu plus de 80 aujourd'hui, donc on pourrait imaginer qu'ils aillent à 160, 170, tout à fait, ce qui finalement entérinerait les bouleversements au sein de la droite. Les Républicains peuvent être réduits à portions congrues, peut-être tout juste faire un groupe, et en face, la question c'est ce qui se passe à gauche.
Est-ce que les écologistes tirent leur épingle du jeu? Est-ce que c'est la France insoumise qui, au fond, profiterait de ce que Mélenchon a tenu ferme dans les polémiques actuelles? Est-ce que Macron arrive à limiter la casse pour Renaissance? C'est difficile à dire. Moi, je parie plutôt sur quelque chose de tripartite, avec 3 groupes à peu près équivalents, Rassemblement National, Renaissance et une gauche au contour encore un peu flou. Ce qui rend le pays pas beaucoup plus gouvernable. Alors, on en profite quand même pour vous glisser un sujet, je sais que vous y êtes sensible, on en a déjà parlé, on en reparle. Le ministre Dussopt a confirmé ce week-end, je vous le signale, l'intention exprimée par Bruno Le Maire, la demande d'ailleurs exprimée par Bruno Le Maire, demande aux partenaires sociaux de réexaminer la convention assurance chômage pour repousser de 55 à 57 ans le début de l'indemnisation des chômeurs seniors sur une période de 27 mois pour leur permettre d'amortir un éventuel licenciement et une fin de carrière avec un reclassement difficile. Ça signifie que pour les chômeurs seniors qui se trouveraient en position de chômage, eh bien, il faudrait attendre 57 ans pour pouvoir être mieux protégé, alors qu'on sait que dès 55 ans, il est très difficile de se reclasser. C'est une mesure qui passe sous les radars, ou en tout cas dans une large mesure de la presse subventionnée, et pourtant c'est une mesure qui intéresse les Français. Est-ce qu'on prend assez en compte, Édouard, l'inquiétude des plus de 50 ans, des boomers, on va dire ça comme ça, que nous sommes d'ailleurs? Est-ce qu'on prend assez en compte leur inquiétude vis-à-vis du chômage et de l'attente pour partir à la retraite, qui est un vrai sujet que moi j'ai entendu partout au moment de la réforme des retraites? J'ai entendu plein de boomers me dire mais si au moins on était sûr de pouvoir retrouver un emploi après 50 ans, ça ne nous gênerait pas. Le problème c'est qu'on doit travailler jusqu'à 64 ans au lieu de 62 sans avoir la garantie qu'on peut trouver décemment un travail. Est-ce que ce sujet-là est assez pris en compte? C'est un vieux problème. En fait, ça remonte à il y a plusieurs décennies. On a vu arriver déjà il y a plusieurs décennies l'habitude de mettre les gens en pré-retraite. Enfin, il y a beaucoup de... les personnes les plus âgées, comme les jeunes d'ailleurs, ont été l'une des variables d'ajustement des politiques de l'emploi. Là, on voit que le problème est encore plus aigu. Tu vas me dire si je me trompe. En fait, on voit bien que ce gouvernement qui cherche de l'argent partout prend des petites mesures et puis à force de vouloir brimer les uns et les autres, on peut mettre la mèche à un vrai tonneau de poudre social, et c'est très significatif qu'après s'être assis sur la volonté populaire au moment de la réforme des retraites, le gouvernement en vienne à prendre des mesures telles. Au fond, quel est le problème? Il n'y a plus de dialogue politique, il n'y a plus de dialogue social, et puis on ne sait plus où on va. Tout simplement. Alors, visiblement, d'ailleurs, j'en profite pour compléter, si vous n'avez pas suivi l'actualité, l'idée de repousser l'âge de départ des indemnités longues, on va dire comme ça, a été émise pendant la négociation chômage par la CFDT. Le gouvernement et probablement le service du ministère du Travail d'Olivier Dussopt, dont je resignale que nous faisons des révélations sur sa suppléante dans les éditions du Courrier des Stratèges, les services d'Olivier Dussopt ont balayé cette proposition, et puis finalement elle a été réintroduite par un économiste proche de la CFDT, proche d'Emmanuel Macron, Gilles Berset, qui l'a suggéré dans une interview au journal L'Opinion d'ailleurs, je crois, et c'est par ce biais que la proposition est revenue. Ça fait proposition qui n'a pas été suivie par le ministre, qui a laissé faire son cabinet sans mettre les mains dans le cambouis, et puis qui s'est fait taper sur les doigts par le président de la République, qui m'a dit mais enfin, tout ça n'est pas sérieux. Ça fait quand même très improvisation. Dans tous les domaines, c'est comme ça, sur la politique européenne, sur la politique étrangère, sur la politique d'immigration, parce que c'est bien ça à quoi on assiste, sur la politique des retraites, de l'indemnité chômage, etc. On voit bien qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, c'est ce qu'il faut dire. On peut se consoler en regardant l'Allemagne, puisque Olaf Scholz, ça ne serait pas arrivé du temps d'Angela Merkel.
Non. Oh là, tenez, ça il faut que je dise du bien d'Angela Merkel. Il faut dire du bien des femmes de temps en temps. Olaf Scholz se trouve aujourd'hui dans une position totalement inattendue. C'est qu'il va devoir pratiquer ce qu'on appelle les décrets d'avance en droit français, c'est-à-dire qu'il n'a pas de budget pour 2024 et il va devoir dépenser à la petite semaine pour payer ses fonctionnaires sans avoir fait adopter le budget de l'année. Alors, je rappelle très brièvement, le gouvernement allemand, et ça fait déjà 2 budgets, avait transféré des fonds Covid inutilisés vers des fonds transition énergétique. Un certain nombre de députés ont saisi la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en disant... Qui fonctionne, à la différence du Conseil constitutionnel en France. En disant ça n'a pas été fait dans les règles, ça n'a pas été fait dans les formes, il n'y a pas eu de débat. Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a donné raison à ceux qui avaient adressé ce recours, et donc le gouvernement allemand s'est retrouvé il y a un mois à peu près dans une situation où il lui manque 60 milliards. Il s'agissait de 60 milliards. Eh bien, depuis, il y a des discussions qui n'en finissent pas, parce que trouver 60 milliards, c'est même quand on est un ministre allemand et qu'on a un pays encore relativement riche, ça n'est pas possible. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Verts ne veulent pas renoncer à leur fonds pour la transition écologique. Le ministre des Finances, Lindner, dit « Moi, je veux des économies et vous ne voulez pas les faire ». Et Scholz essaye tant bien que mal d'arbitrer. Alors, c'est le signe, puisqu'on parlait de cette crise française à l'instant, c'est le signe que la crise, elle est aussi européenne et que le pays qui était censé assumer le leadership de l'Union européenne, et rappelons-nous quand même, c'est depuis 20 ans, 30 ans la référence pour nos élites. Sous François Hollande à l'Élysée, la question la plus fréquente c'était « mais qu'en pense l'Allemagne ?» Eh bien, qu'en pense l'Allemagne ? L'Allemagne, pour l'instant, elle ne sait pas comment elle va faire au-delà des mesures d'urgence pour payer ses fonctionnaires l'année prochaine. Alors on le redit, il y a un Conseil européen qui s'ouvre demain, qui doit aborder les questions budgétaires, y compris la refonte du pacte de stabilité, le pacte de stabilité et de croissance, qui est le pacte qui avait été conclu à l'occasion du traité de Maastricht en 1992 pour garantir la convergence des politiques budgétaires. La France et l'Allemagne ne se sont pas encore mis d'accord sur les nouvelles règles du jeu. Les pays dits frugaux, les radins, comme le Danemark, la Hollande, l'Autriche, sont rétifs à l'évolution aux propositions françaises dites de flexibilité que Bruno Le Maire a annoncé. Est-ce qu'on peut considérer que l'Union européenne est entrée dans une vaste crise de gouvernance budgétaire qui va rendre l'exercice des années à venir très compliqué ? Oui, c'est d'autant plus important de le dire qu'il y a la question du plan de relance européen, qui est un plan dont les fonds sont distribués dans la durée, dont une partie doit être remboursée. Donc on voit bien les problèmes qui vont se poser. Et puis surtout, cet affrontement entre les pays frugaux et les cigales, les pays qui ne font moins attention à leur budget, eh bien, ne va cesser de s'exacerber. D'autant plus que l'Allemagne elle-même, étant en situation de faiblesse, aura tendance à se raidir par rapport à ceux qui font encore moins bien qu'elle. Donc oui, on est entré dans une crise de la gouvernance. Il va y avoir aussi la question de l'argent donné à l'Ukraine, il va y avoir la question de l'élargissement qui remettrait en cause tout le budget. Imaginons que des pays de l'Est et du centre de l'Europe, dont l'Ukraine, on veuille absolument les faire rentrer, on voit bien les problèmes sans fin qui vont se produire. J'en profite pour signaler, donc j'ai fait une chronique hebdomadaire sur l'économie hier sur YouTube. Regardez-la, je parle abondamment du pacte de stabilité et de croissance, des turbulences à venir de l'Union européenne. J'en profite pour vous signaler que Javier Milei, le candidat libertarien vainqueur des élections présidentielles en Argentine, a été investi hier comme président argentin et que non seulement il a prononcé un discours où il a expliqué qu'il n'y avait pas d'alternative
ça peut être vécu diversement. Tout le monde se souvient de cette phrase de Margaret Thatcher. Mais il a expliqué qu'il n'y avait pas d'alternative au choc économique et qu'il devait prendre des mesures extrêmement dures pour rétablir la situation en Argentine. Il a ajouté que ce rétablissement ne se ferait pas du jour au lendemain et qu'il faudrait plusieurs années pour sortir du marasme. Exactement comme pour la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, qui n'en est sortie que vers 1983. Et on précise qu'il a immédiatement signé un décret supprimant la moitié des ministères et annonçant 5 points de PIB de réduction des dépenses publiques. Voilà, réfléchissons à tout cela parce que lorsqu'on a 200% d'inflation, il faut prendre des mesures. On comprend pourquoi il n'y avait pas de ministre français à l'inauguration de Milei. Hein. Mais il y avait le roi d'Espagne. Mes amis, à la semaine prochaine et retrouvez notre émission religieuse vendredi.